Bienvenue dans En cas de tracas, le podcast où l'on parle alimentation émotionnelle. Vous savez, c'est ce moment où après une journée stressante, vous ouvrez le placard et finissez un paquet de gâteaux. Alors pour mieux comprendre ce qui se passe, je vous propose d'explorer les liens complexes entre vos émotions, votre alimentation, votre corps et votre santé mentale. Dans ce podcast, vous découvrirez des récits touchants, des outils pratiques, des discussions enrichissantes pour vous aider à tisser une relation sereine avec la nourriture et avec vous-même. Votre alimentation est un langage. Apprenons à le décoder ensemble pour mieux vous comprendre. Et au fait, moi, c'est Julie Rojon, autrice du livre Libérez-vous de l'alimentation émotionnelle, thérapeute et formatrice. J'accompagne des personnes qui souhaitent transformer leur rapport à l'alimentation et forme des professionnels à intervenir sur ces thématiques. Maintenant, c'est parti, place à l'épisode. Il y a des phrases qu'on entend si souvent qu'elles finissent par paraître vraies. Et dans le domaine de l'alimentation émotionnelle, l'une des plus courantes, et moi personnellement qui me casse les oreilles, c'est cette fameuse phrase « c'est une question de volonté ». C'est finalement, si tu voulais vraiment, tu pourrais, il suffit d'arrêter de manger. Et peut-être que cette phrase, on vous l'a déjà dite. Peut-être que vous le dites à vous-même. Et à chaque fois, c'est une déferlante de culpabilité qui s'ajoute à la souffrance déjà liée au rapport à l'alimentation et souvent au corps. Alors aujourd'hui, j'ai envie, avec vous, de démonter ce mythe. Parce que ce n'est pas vrai. Les personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation sont au contraire parmi les plus volontaires que je connaisse. Elles font preuve d'une exigence incroyable, d'un courage immense et pourtant, elles se sentent coincées. Alors si ce n'est pas un problème de volonté, c'est quoi le vrai problème? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cet épisode. Alors prenez une grande inspiration. C'est parti dans 4 tracas. En séance, je vous l'ai dit, j'entends souvent cette phrase, cet adage « je manque de volonté, de constance, de rigueur ». Et autour, l'entourage en rajoute. Si tu voulais, tu pourrais. Et la société, elle, nous répète sans cesse qu'il suffit d'être plus discipliné. C'est la grande nouvelle mode. Mais regardons la réalité en face. Quand on souffre de son rapport à la nourriture, on a déjà essayé 1000 choses. Des régimes restrictifs, des réformes alimentaires, et je vois des personnes qui arrivent à tenir des régimes ultra restrictifs pendant des semaines, voire des mois. Si ça, c'est pas de la volonté, je sais pas comment ça s'appelle. Résister à ce qui est interdit, avoir souvent faim, être fatigué, même si c'est pas ce qu'on ressent au début. Au tout début, quand on fait un régime, on est plutôt galvanisé par la réussite du contrôle et le shoot de dopamine que ça procure. Et c'est après que ça se gâte, et c'est bien normal. Je le dis et je le redis encore, 98% des régimes échouent. Donc ça voudrait dire que seulement 2% des personnes sur cette planète ont de la volonté. Bon, je vous laisse y réfléchir. On peut noter aussi, parmi ces 1001 choses qu'on essaye, qu'on peut avoir essayé, les challenges sportifs qui sont souvent trop intenses avec des cadences super élevées et qui demandent beaucoup de motivation. Et c'est une sacrée organisation aussi quand la vie pro et le perso prennent déjà pas mal de place. Tout ça, ça peut tenir un temps, mais quand la motivation est de perdre du poids, et pas parce qu'on est passionné, c'est ultra difficile de tenir une cadence, un rythme qui est très soutenu, parce qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, et c'est normal, c'est humain, parce que ça n'a pas de sens, et c'est bien normal. On peut noter aussi le contrôle permanent, qu'on appelle communément la restriction. Si vous suivez ce podcast, vous m'avez déjà entendu en parler. La restriction cognitive, c'est le contrôle, on contrôle tout, et on est finalement au régime, sans même nécessairement en avoir conscience. Et je dis souvent que c'est soit avoir un ordinateur derrière la tête qui compte tout à notre insu, tout ce qu'on mange, qui nous dit si oui ou non, si ça c'est interdit, si ça c'est autorisé, si je devrais pas. Et finalement, on n'est pas guidé par un juste équilibre entre notre analyse et nos sensations corporelles, mais par un filtre restrictif qui s'est construit au fil de notre histoire alimentaire parce qu'on n'est pas né comme ça. On peut citer aussi, dans ces 1001 choses qu'on a essayées pour s'en sortir parce qu'on souffre, les privations et les culpabilisations. Se priver à un dîner avec des amis, à un repas de fête, ou culpabiliser après parce qu'on aurait trop mangé. D'ailleurs, comme la plupart des gens, parce que quand on est dans un milieu festif, à ce moment-là, il n'y a pas que la faim physiologique qui est présente, il y a aussi le plaisir de partager, de goûter, de se régaler. Et sur le moment, on peut se priver et derrière, on peut culpabiliser en espérant que ça nous remette dans le droit chemin avec ce qu'on imagine être le droit chemin.
On peut aussi évoquer tous les nouveaux départs, le lundi matin, le lendemain d'une journée où l'on juge avoir trop mangé ou avoir eu des pratiques, une relation à l'alimentation qui ne nous allait pas. Et on n'en peut plus, on n'en peut tellement plus de cette relation souffrante avec la nourriture qu'on se dit, en fait, demain, je change tout. Mais ça tient pas, parce qu'on est dans le contrôle et parce qu'on est dans la restriction. Alors, la vérité d'après moi, c'est que si c'était une question de volonté, toutes les personnes qui souffrent de leur rapport à la nourriture auraient déjà réussi. Donc le problème, il est ailleurs. Et je pense qu'à ce stade, vous ne pouvez être que d'accord avec moi. Alors où se situe vraiment le problème? Si la relation à la nourriture, c'est pas une simple équation volonté égale succès. Eh bien, c'est un puzzle complexe où se mêlent plein d'éléments différents. Alors, je fais une petite parenthèse pour vous dire qu'il reste encore 3 places pour ma super formation professionnelle, accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle qui démarre le 9 octobre prochain. Cette formation, elle est ouverte aux professionnels de l'accompagnement, à celles et ceux qui sont en reconversion ou simplement à toute personne qui souhaite se former à une approche complète, sensible et rigoureuse. Si vous êtes intéressé, eh bien vous pouvez me contacter directement ou retrouver toutes les informations et la plaquette sur mon site julierojon.com. Je reviens à mes moutons. Donc notre fameuse relation à la nourriture, je vous le disais, c'est pas qu'une simple équation, volonté égale succès. C'est un écosystème, un puzzle qui est bien plus complexe où se mêlent plein d'éléments, plein de pièces. La première, c'est la construction de la personnalité avec ses pensées automatiques, ces fameux filtres de la réalité qui nous permettent de décoder automatiquement tout ce que nous vivons et qui a forcément un effet domino sur nos réactions émotionnelles. Si vous voulez tout savoir d'ailleurs à ce sujet, au sujet des pensées automatiques, je vous ai concocté un super épisode très complet au lancement de ce podcast, c'est l'épisode 3. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à aller le rechercher, c'est l'épisode numéro 3. Deuxième élément que l'on peut citer, eh bien, ce sont nos émotions qu'on n'arrive pas nécessairement à accueillir. On va chercher quelque chose de sédatif, d'anesthésiant pour se réguler via l'assiette. Parce que ces émotions, eh bien, elles sont trop désagréables, trop agréables, trop intenses. Et parce qu'aussi, on peut être démuni face à elles. Parce qu'elles peuvent aussi faire appel à un traumatisme. Il y a plein de raisons qui font que c'est difficile d'appréhender, d'accueillir ces émotions. Et là aussi, je vous ai fait un super épisode qui est l'épisode 2 de ce podcast et je vous invite à aller l'écouter si vous voulez tout savoir sur ces émotions qui nous font manger. Troisième élément qu'on peut citer, cette autre fameuse pièce du puzzle, eh bien, ce sont les habitudes comportementales qui sont profondément ancrées parce que oui, on peut aussi faire les choses par simple automatisme parce que c'est comme ça depuis longtemps. Et attention, c'est souvent un élément, un thème qui peut être abordé une fois que tout le reste est limpide, notamment les émotions et les interprétations de la réalité, ces fameuses pensées automatiques. On peut citer comme autre pièce du puzzle le stress et la vie à 1000 à l'heure. Tout ça va court-circuiter nos signaux internes et on n'a plus nécessairement accès à nos sensations ou alors très peu. On parle ici de déficit interoceptif. Et il n'y a pas à dire, c'est le fléau de nos modes de vie occidentaux. Ce stress est un des plus gros déclencheurs de prise alimentaire et notre système nerveux est tellement à bout qu'on a besoin d'une alternative pour se calmer. On va chercher un effet sédatif, souvent la nourriture. Autre pièce du puzzle qu'on peut citer, l'estime de soi qui est fragilisée. Et cette estime, qu'elle soit basse ou haute à la base, eh bien elle est fragilisée à chaque fois qu'on estime ne pas y arriver. Parce qu'on n'a pas assez de volonté, parce qu'on n'arrive pas à tenir, et d'un seul coup, je me sens un petit peu plus nulle. On peut également citer les facteurs biologiques qui peuvent impacter notre santé mentale, notre santé physique, la composition de notre microbiote, qui peut impacter aussi la qualité de notre sommeil et tant d'autres choses. Donc vous le voyez, l'alimentation émotionnelle et les troubles alimentaires reflètent un écosystème très vaste. Et vous pouvez d'ailleurs vous référer au tout premier épisode sur l'alimentation émotionnelle. Là, ce que je viens de décrire, c'est évidemment une liste non exhaustive. L'alimentation émotionnelle, les troubles alimentaires, notre rapport à l'alimentation est bien plus grand, bien plus vaste que ça. Donc dire à quelqu'un tu manques de volonté revient à nier
toute cette complexité. Et pire encore, ça renforce la culpabilité et le sentiment d'échec. Alors, si c'est pas un problème de volonté, vous allez me dire comment on fait et comment le voir autrement. À mon sens, il s'agit de sortir de ce rapport qui est extrêmement belligérant avec la nourriture, de ne plus le voir comme un combat, comme une lutte pour contrôler son alimentation et son corps, parce que, encore une fois, ça ne fonctionne pas. Il s'agirait plutôt de mettre toute sa volonté, toute son énergie à changer de regard au service d'autre chose. Même si c'est dur, parce que honnêtement, quand on fait ce choix-là, on n'est pas face à la même temporalité. Quand on va sur quelque chose de contrôlant d'un régime, on peut voir des résultats assez rapidement et ces résultats ne tiennent pas dans le temps et génèrent de la souffrance. Quand on change d'optique et qu'on décide de mettre toute son énergie, toute sa volonté à changer de regard au service d'autre chose, on est face à une temporalité qui est plus longue et plus durable. Ce parcours qui demande plus de temps est le seul qui mène à la sérénité et à l'apaisement avec votre rapport à la nourriture, et ce, je le redis, de manière pérenne, de manière durable. Et ça ne veut pas dire qu'on abandonne un éventuel désir de perte de poids. Ça peut rester un objectif principal si ça vous paraît réaliste, réalisable, vous avez vos raisons. Et cet objectif, d'ailleurs, il pourrait être requalifié ou non au fur et à mesure que vous allez avancer. Et ensuite, pour moi, le vrai travail, c'est d'aller décoder en profondeur, petit pas par petit pas, ce qui se passe pour savoir quelle pièce du puzzle est-ce qu'on va regarder en premier. Quelles sont les pensées automatiques qui verrouillent mes choix? Quelles émotions j'essaye d'apaiser? Quels besoins réels ne sont pas nourris? Alors, bien évidemment, là, je vous donne 3 questions qui sont un peu des questions parapluies, desquelles pourraient en découler plein d'autres. Et bien évidemment, il y a énormément d'autres questionnements intéressants, passionnants, pertinents à aller se poser. Je vous propose donc pour ça de télécharger, grâce au lien que je vais mettre dans les notes de cet épisode, une carte mentale de l'écosystème de l'alimentation émotionnelle pour que vous puissiez comprendre que non, c'est vraiment pas qu'une question de volonté et vous rendre compte de tous les aspects de notre relation à l'alimentation. Et je vous ajoute également un autre document qui est une fiche qui s'intitule « Ce qui se cache derrière l'alimentation émotionnelle » qui reprend des questionnements que je propose dans mon livre et qui vont forcément vous éclairer sur ce que vous vivez dans votre quotidien. Autre outil que vous pouvez utiliser qui est un peu express, qui va vous permettre, je l'espère, de défusionner avec cet automatisme de se dire «Oh, c'est un problème de volonté». Dès que vous entendez cette phrase intérieure qui revient, peu importe d'où elle vient, j'ai pas de volonté, j'y arrive pas, de toute façon c'est toujours pareil, demandez-vous, est-ce vraiment un problème de volonté? Repensez à cet épisode de podcast. Est-ce que je serais pas plutôt fatiguée, stressée, prise dans une habitude, une croyance? Est-ce qu'il se jouerait pas ici autre chose dans mon rapport à l'alimentation? Et ce simple changement de question peut ouvrir une brèche, une pensée alternative, une autre façon de percevoir la réalité. Même si vous avez peine à y croire, même si sur le moment ça ne résout pas tout, même si quelques minutes après vous retombez dans cette question de volonté, plus vous allez ouvrir cette brèche, plus vous allez évoquer cette pensée alternative qu'il y a peut-être autre chose qui se joue, plus cette pensée alternative va revenir sur le devant de la scène pour évincer cette question de volonté. J'en arrive à la fin de cet épisode, alors on le répète ensemble. Ce n'est pas une question de volonté, même si j'ai l'impression de m'être répété tout l'épisode. Le problème est ailleurs. Et la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas incapable, loin de là. Vous êtes simplement humain, humaine, avec des mécanismes complexes qui peuvent s'apprendre, se transformer et s'assouplir. Et complexe ne veut pas dire compliqué. Vous avez déjà de la volonté. Ce qu'il vous faut maintenant, ce sont les bons outils, les bonnes clés et surtout, même si c'est un peu galvaudé de dire ça en ce moment, un peu de douceur envers vous-même, un peu d'autocompassion. Alors merci d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si ce mythe de la volonté vous a parlé, partagez-le à une personne à qui on a déjà dit tu n'as pas assez de volonté ou qui se le répète souvent. Et ne partez pas tout de suite, j'ai quelque chose d'important à vous demander. Si cet épisode vous a plu, notez-le ou suivez-le sur votre plateforme d'écoute. C'est rapide, c'est simple et moi, ça va m'aider à continuer de créer du contenu qui vous parle. Et n'oubliez pas de le partager
à vos proches ou sur les réseaux sociaux pour le faire vivre. Merci d'avance pour votre contribution et à très vite dans En cas de tracas.